Donc on va prendre le petit livret de prière de l'Institut. On va faire la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Page 3. Juste le premier quatrain. Là. Juste la motivation. Jusqu'à l'éveil, jusqu'à ma mort, et surtout aujourd'hui, que je me lève, marche, m'assois ou me couche, que j'étudie le dharma, réfléchisse ou médite, puissent mes actions physiques, verbales et mentales ne pas engendrer de souffrance, mais devenir des causes de bonheur, et par-dessus tout, des causes qui me feront atteindre le parfait abandon et le plein développement, la bouddhéité. Ouais, du coup, moi aussi, j'ai le nez qui coule. Geshe-la qui a commencé comme ça, donc... Bon, on va se concentrer un petit peu sur la respiration pendant quelques minutes, quelques instants. Donc ensuite, on génère une motivation positive pour cette session, en se rappelant pourquoi on est là, pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on espère y trouver, quel est notre but, et en essayant d'élargir cette motivation au maximum pour y intégrer donc tous les êtres et notre désir profond de vouloir être bénéfique aux autres, sachant que la meilleure manière d'être bénéfique aux autres, la plus complète et la plus parfaite, ça sera d'atteindre l'éveil. Donc on tourne toutes nos aspirations, toute notre motivation vers cet état-là, vers cet idéal. On se rappelle donc ce que c'est qu'un Bouddha, comme l'a expliqué Geshe-la hier. Donc, c'est quelqu'un qui a éliminé tous ses défauts, toutes ses impuretés, toutes ses souillures mentales, ses perturbations mentales, etc., ses empreintes aussi, et qui a développé toutes ses qualités. Sangye. Donc cet état-là, il est possible de l'atteindre puisque ce n'est jamais que la continuité de notre esprit, qui a déjà le potentiel pour atteindre cet état-là. Donc c'est comme si on avait cette graine fantastique de l'éveil qui est déjà en nous et qui ne demande qu'à germer.
au fil du temps et de nos pratiques. Bien, donc on va parler un petit peu. Je ne vais pas reprendre tout l'enseignement de Geshe-la, puisque ce n'est pas la peine. Je ne vais pas redire moins bien ce qu'il a déjà expliqué très bien. Donc je ne vais pas reprendre les choses point par point, mais donc si je vais essayer d'aller un petit peu à... Ils ont donné le background ou le contexte un petit peu de cet enseignement et évoquer certains points donc, qu'il a traités, essayer de les resituer. Et puis donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez à tout moment les poser. Hein. Il y a un micro-baladeur là, sur Zoom. Sur Internet, c'est possible que les questions puissent... Non, c'est difficile. Bon. Ouais, je sais pas. Bon, d'accord. D'accord. Donc Sanka va envoyer un mail pour que vous puissiez répondre, enfin poser des questions et en les envoyant à cette adresse mail. Christian@institutvajrayogini.fr. Christian@institutvajrayogini.fr. Donc le cadre général de l'enseignement du Bouddha sur la vacuité, c'est sa déclaration où il dit que tous les phénomènes sont soit des vérités conventionnelles, soit des vérités ultimes. Il y a deux catégories de phénomènes, en somme. Des vérités conventionnelles et des vérités ultimes. Et ça, c'est important, justement, de bien comprendre ce que c'est, qu'une vérité conventionnelle et une vérité ultime. Donc on peut dire que dans le bouddhisme, tous les phénomènes sont divisés dans ces deux catégories. La vérité ultime, c'est un autre nom, tout simplement, pour désigner la vacuité. Quand on parle de vérité ultime. Parfois, on trouve le terme vérité absolue ou vérité ultime, peu importe. Donc, ce n'est pas autre chose que la vacuité. Donc, tous les autres phénomènes, à l'exception de la vacuité, sont des vérités conventionnelles. Voilà. Bienvenue dans le monde de la vérité conventionnelle. Donc, puis c'est dans ce monde-là qu'on vit. Hein. Donc, nous, on essaye de comprendre la vérité ultime. Et pour comprendre la vérité ultime, comment on peut faire pour y accéder? Eh bien, on doit se fonder uniquement. La seule chose qui soit accessible pour nous, pour appréhender cette vérité ultime, c'est la vérité conventionnelle. C'est-à-dire le monde des apparences. Donc le monde des apparences n'est pas à rejeter dans le bouddhisme, puisque c'est ça qui va nous permettre de comprendre la vérité ultime. Okay. Mais c'est deux choses très différentes. La vérité ultime et la vérité conventionnelle. C'est comme, je crois que c'est Guy Newland qui l'explique comme ça dans un livre, où il dit que c'est comme si on avait deux stations de radio différentes. Vous avez la station A et la station B. La station A, c'est tout est réel, tout est réalité. C'est la radio, voilà, bling bling, tout ce que vous voulez, toutes les nouvelles qu'on entend, tout ça, tout l'événementiel. C'est la radio qu'on écoute tout le temps. Hein. Ça, c'est la radio A. Et la radio B, tout est vide. C'est la radio vide. L'autre, c'est la radio conventionnelle, A, et le B, c'est la radio vide. Dans la radio conventionnelle, qu'est-ce qu'on entend? On entend parler de toutes sortes d'histoires. On entend plein de choses, plein d'événements. On parle de gens, on parle de voitures, on parle de n'importe quoi, on parle de guerre, on parle de conflits, on parle de toutes sortes de choses. Et dans la radio B, on dit qu'on parle de rien, parce que tout est vide, que tout ça, c'est vide. Hein. Donc, il y a deux... Le problème, c'est que quand on écoute la radio A, pour la plupart des gens ne savent pas qu'il y a une radio, qu'il y a une station B. Hein. Ils n'y ont pas accès. Hein. Ils sont très contents de la radio A, ils ont plein d'informations, plein de choses comme ça, et ça leur suffit.
Pour eux, c'est leur réalité. C'est ce qu'on appelle la vérité conventionnelle. Tout est vrai. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais peu importe. De toute façon, on prend ça. Voilà. Tandis que quand on va sur la radio B, tout ce qui est dit dans la radio A, c'est tout faux, en fait. Donc si jamais vous accédez, si vous arrivez à tourner le bouton pour aller vers la radio B, ça va vous dire que tout ce que vous avez entendu, c'est pas comme ça que ça existe. Alors, après, comment vous... La chose importante, c'est que vous ne pouvez pas écouter les deux radios, les deux stations en même temps. Il faut choisir. C'est à vous de choisir. Soit vous écoutez la radio A, soit vous écoutez la radio B. Mais en même temps, c'est pas possible. Impossible. À l'autre niveau, hein. Donc, quand on écoute les nouvelles, tout ça, on est à fond dedans. Alors, et si on va à la radio B, on entend un autre son de cloche, que tout ça, c'est vide. Mais avoir les deux en même temps, non, pas possible. En plus, l'information que l'on a dans la radio B, c'est que toutes ces choses sont vides, certes, mais on en a besoin. Parce qu'on fonctionne dans le monde relatif. Donc, même si on vous dit que, ultimement, en dernière analyse, ces choses sont complètement vides, n'existent pas telles que vous les entendez, telles qu'elles vous apparaissent, telles qu'elles vous sont dites, vous devez faire des choix quand même. Vous devez vivre dans ce monde-là. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'y étiez pas dedans, en me disant « Oh, je suis dans l'ultime, voilà. » Non, c'est pas possible. Soit vous êtes dans le conventionnel, soit vous êtes dans l'ultime. Vous ne pouvez pas être dans les deux en même temps. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être dans l'ultime alors que vous êtes dans le conventionnel. Ça ne marche pas. C'est faux. C'est encore plus faux que d'être carrément dans le conventionnel. Donc, ce qu'il faut justement... Il faut prendre l'information de la radio B, que les choses sont vides, mais quand même fonctionner dans le monde A en ayant la conscience de que les choses sont vides, que les choses n'existent pas telles qu'elles nous apparaissent, telles qu'on les entend, telles qu'on les perçoit. Et sachant qu'on a quand même, besoin de faire des choix. On vit dans un monde où on doit faire des choix sans arrêt. Même si, on va dire, ultimement, bien sûr, il n'y a personne qui choisit, il n'y a pas de choix à faire, il n'y a rien de tout ça c'est vide. On ne peut pas dire ça, parce qu'on a besoin de fonctionner. Donc se raconter des histoires en disant voilà tout est vide, ça marche pas parce que vous n'êtes pas en phase, vous êtes ni dans une radio, ni dans une station, ni dans l'autre, vous êtes un peu entre les deux. Donc voilà, c'est un peu ça le monde des deux vérités, la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Pour en venir plus précisément donc à cette, en fait, la seule chose dont on peut parler nous, c'est de la vérité conventionnelle. La vérité ultime, on n'y a pas accès. On peut l'appréhender par des analyses, on peut avoir des petites des analyses qui reposent justement sur la vérité conventionnelle, mais ces analyses restent des analyses. C'est comme voilà, vous allez peut-être percevoir ou avoir une petite expérience de vacuité qui va venir par l'analyse, mais ce ne sera pas l'expérience directe de la vacuité. C'est pour ça que cette expérience directe, on dit, comme Chéla l'a dit, elle est indicible. Il a utilisé la mer indicible, il l'a dit ce matin, je crois, en parlant de la vacuité. La mer indicible. Ben oui, parce qu'en fait, on peut l'appréhender par l'analyse ultime, mais vous n'aurez pas forcément une expérience directe. Dans le meilleur des cas, à force de répéter les analyses, vous allez pouvoir en avoir une expérience directe, mais même cette expérience directe, c'est ça qui est indicible, justement. C'est cette expérience directe. Le reste, bien sûr, on parle beaucoup de la vacuité, donc c'est pas quelque chose d'indicible, puisqu'on n'arrête pas d'en parler, en fait. Mais on en parle en termes conventionnels. On en parle au niveau de la conventionnalité, des concepts que l'on a, sachant que la véritable réalisation de cette vacuité, elle va être non conceptuelle. Mais n'empêche que chaque fois qu'on fait ces analyses, on affine notre raisonnement. Et plus on affine ce raisonnement, plus il est capable de voir avec plus de force et plus de détails ce que c'est qu'on appelle, ce que peut être la vacuité, en tout cas.
Et une chose donc, qui est importante, c'est cette analyse, il ne faut pas la rejeter, hein, puisque surtout dans notre école ici, Gelugpa, c'est le moyen que Tsongkhapa nous a enseigné donc, pour arriver à cette appréhension de la vacuité. Donc c'est un concept qui n'est pas difficile à comprendre, donc ce que c'est que la vérité conventionnelle. Ce qui est difficile après, c'est de ce concept de vérité conventionnelle, de lui donner un sens dans notre vie, hein, de l'utiliser dans notre vie. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Hein. On peut toujours dire, voilà, cette table, c'est une vérité conventionnelle, cette horloge, ce réveil, c'est une vérité conventionnelle, cet iPad, c'est une vérité conventionnelle, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, hein. On n'a pas compris grand-chose. C'est pas ça qui va nous amener vraiment à nous faire avancer sur la voie, à faire un pas de plus sur la voie. Donc en fait, sinon on en reste simplement au niveau de la terminologie. Et c'est ça qui est très important aussi dans notre démarche, c'est de ne pas en rester à la terminologie. C'est d'essayer d'aller plus loin que les mots, ou disons, voir ce qu'il y a derrière ces mots. Donc vérité conventionnelle, c'est des mots qui sont un peu, ça fait un peu bizarre. Une fois qu'on a dit ça, ben on a tout dit et on n'a rien dit, quoi, finalement. Donc il faut essayer d'aller voir ce que ça veut dire que cela. Donc si on voulait reprendre l'étymologie du terme vérité conventionnelle, il faudra aller au sanskrit, hein, qui en sanskrit on appelle la vérité conventionnelle Samvirti Satya. Hein, Samvirti, donc c'était traduit par conventionnel, et Satya, c'est la vérité. Donc Samvirti Satya. Et les Tibétains ont traduit ce mot Samvirti Satya par Kunzop Denpa. Donc ces termes, en fait, ils sont importants parce qu'ils nous aident mieux à comprendre ce que c'est qu'on entend par vérité conventionnelle que le simple mot vérité conventionnelle. Donc aussi bien donc en sanskrit qu'en tibétain, ça veut dire en fait une vérité, ou on va prendre samvirti ou kunzop, ça veut dire obscurcissant, c'est actif, c'est un mot actif, c'est un verbe actif. C'est quelque chose qui obscurcit. Hein? Donc il y a ce mot d'obscurcissement. C'est pas un obscurcissement, c'est une vérité obscurcissante. L'étymologie, hein, ça fait. Et là déjà on comprend mieux ce que c'est que la vérité conventionnelle. C'est-à-dire que alors après il faudrait se demander qu'est-ce qui obscurcit et qu'est-ce qui est obscurci. Hein. C'est à ça que nous invite un peu à réfléchir déjà ces termes. Hein. Qu'est-ce qui obscurcit et qu'est-ce qui est obscurci. Donc qu'est-ce qui obscurcit? C'est notre conscience. Hein. C'est notre conscience au niveau conventionnel, qui ne voit pas les choses, qui ne voit pas la réalité telle qu'elle est, qui opère simplement au niveau de la conventionnalité, au niveau des choses telles qu'elles apparaissent. Et cette ignorance, donc, elle a un rôle très actif, en fait, puisqu'elle nous cache la réalité. Hein. Et le mot samvirti ou kunzop, ça veut dire cacher, en fait. Obscurcir ou cacher. C'est quelque chose qui dissimule. Donc, c'est vraiment ça, l'ignorance. Hein. C'est quelque chose qui nous trompe, en quelque sorte. C'est comme si on avait quelque chose comme une encre. On pourrait imaginer qu'on ait un beau dessin qui a été bien dessiné, avec des traits subtils, très fins, tout ça, et que dessus, on y répand une encre très noire qui va tout recouvrir. Et c'est ça, en fait, la vérité conventionnelle. C'est ce Kunzop Denpa ou ce Samvirti Satya. C'est cette façon, cette conscience, en fait, une conscience erronée, hein, qui imprègne tout de sa perception erronée des choses. C'est-à-dire qui croit que ce qu'elle perçoit existe tel qu'elle le perçoit. Et qu'il n'y a pas. Et donc tous les traits fins, toutes les subtilités qui sont en dessous, elle ne les perçoit pas. Et ces subtilités
de l'existence réelle, de la réalité des phénomènes, elles sont recouvertes par cette encre. On va dire. Kunzop. 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 Dempa, ça veut dire vérité. C'est comme ça, tiens. Kunzop, c'est kun. Kun, ça veut dire tout. Ah oui, ça c'est intéressant. Kunzop. Zop, c'est D-Z-O-B, si vous voulez. OB. Et par rapport au sanskrit, les Tibétains ont ajouté kun. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ce n'est pas une ignorance qui nous... On pourrait dire, quand on dit oh, j'ignore ceci, j'ignore cela, on dit bon, je ne suis pas au courant de ceci, quelle est la capitale de la, je sais pas quoi, de la Géorgie. Maintenant, je connais la capitale de l'Ukraine, malheureusement, mais bon, il y a quelques années, peut-être je ne savais pas. Donc, je l'ignorais. Et donc, l'ignorance, pour nous, c'est quelque chose que c'est par petites touches, c'est des petits domaines. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais... Tandis que là, en tibétain, c'est kun, c'est-à-dire tout. Ça obscurcit tout. Il n'y a rien qui est laissé. Si on voit les choses sur le mode de la vérité conventionnelle, tout est obscurci. Donc, c'est une ignorance active qui obscurcit. Et qui obscurcit quoi? Qui obscurcit tout. Donc, qui met sa couche de réalité... de fausses réalités sur les phénomènes. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça une vérité? Parce que pour nous, c'est la seule vérité qui est. C'est ce à quoi on croit. On croit que les choses, elles nous apparaissent. Telles qu'elles nous apparaissent, elles existent. Donc pour nous, c'est une vérité qu'on ne met pas forcément en doute. On la met en doute que si on fait une analyse ultime. Mais si on prend les choses telles qu'elles existent, comme ça, c'est... voilà. Y a pas, en général, c'est comme ça que ça fonctionne. On prend les choses telles qu'elles existent sans analyse. Sans analyser. Et même si on les analyse au niveau ultime, même si on a bien écouté la radio B, quand on retourne dans la radio A, et on a quand même besoin de fonctionner avec cette réalité. Donc, c'est pas parce qu'on a une perception ultime que tout d'un coup, toute notre vie va changer. On aura quand même besoin de faire des choix, on aura quand même besoin de choisir entre tel ou tel président, voilà, fonctionner comme ça, même si on a perçu la vérité ultime. Voilà, on peut pas avoir les deux radios ensemble. Oui, parce qu'une fois que vous êtes allé sur la radio B, vous avez entendu des choses. Mais après, quand vous retournez à l'autre, ces choses-là, vous essayez de les appliquer. Et bien sûr, mais c'est pas ça qui va vous donner la clé de tout. Vous aurez quand même besoin de fonctionner en écoutant avec les informations que vous donne la radio A. Et vous avez besoin de ces informations pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir fonctionner. Donc, ça s'appelle ce qu'on fait quand on cherche la vacuité, quand on cherche la mer, par exemple, on fait une analyse ultime. On fait une analyse ultime, mais sachant que dans le conventionnel, on aura besoin encore de faire des analyses conventionnelles. L'une ne va pas remplacer l'autre. C'est clair, ça? On n'aura pas besoin, on ne peut pas, comme ça, se passer, en fait, de la vérité conventionnelle, même si elle est complètement fausse, même si elle est complètement erronée. Mais on l'aperçoit avec un autre regard. On commence à l'apercevoir un autre... Une fois qu'on a écouté la radio B, on sait que les choses sont vides d'existence. Donc même si elles nous apparaissent comme existant véritablement, quelque part, on sait qu'elles n'existent pas telles que nous avons. C'est ce que nous a rabâché pendant tout ce week-end Geshe-la. Donc, pour nous imprimer justement de cela, pour qu'on le mette en doute. Mais sachant qu'on doit quand même fonctionner comme ça. Donc, en fait, c'est pour montrer qu'en fait, dans notre... c'est quoi cette vérité ultime? Donc, c'est quelque chose, c'est une conscience. Donc, on parle de conscience conventionnelle ou de conscience, de sagesse ultime. Et la conscience conventionnelle, c'est une conscience qui nous trompe au quotidien. Et donc, parfois, au quotidien, c'est des choses extérieures qui nous trompent. Parfois, ce sont des gens, parfois, ce sont des objets. Et ici, c'est carrément notre conscience qui nous trompe. C'est ça, l'ignorance. Donc, c'est grave. On n'a pas besoin que quelque chose d'extérieur à nous trompe.
C'est-à-dire, ça vient de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous induisons en erreur. Et c'est ça le problème de l'ignorance. Pourquoi on met tellement l'accent là-dessus. Donc, c'est pas quelqu'un d'autre qui est responsable de nos erreurs ou de cette lecture qu'on fait sur les choses. C'est nous-mêmes. C'est nous qui avons cette ignorance depuis des temps sans commencement. Alors, dans les textes, pour nous expliquer cette vérité conventionnelle, pour nous expliquer qu'on est dans l'erreur, on utilise des exemples. Et les 3 exemples que l'on donne souvent, le premier, c'est l'exemple du magicien. C'est pour nous montrer que les choses nous apparaissent d'une certaine... Parce que la question, c'est ça, c'est pourquoi les choses nous apparaissent de cette façon. Pourquoi est-ce que les choses nous apparaissent comme si elles existaient véritablement? Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Donc c'est l'ignorance. Et comment ça se marque? Donc le premier exemple qui est donné, c'est que les choses nous apparaissent de certaine façon à cause des conditions extérieures. C'est le premier point. Et là, c'est l'exemple du magicien qui est donné dans les textes, où c'était un magicien, un illusionniste. C'est un exemple traditionnel qui est donné. Il va prendre un objet extérieur, un caillou, un bâton, n'importe quoi, et il va jeter des sorts. Il va réciter des mantras, il va faire des choses, et il va transformer, avec l'aide des mantras, avec l'aide de substances qu'il a lui-même, il va transformer votre perception. C'est-à-dire qu'au lieu de voir un caillou, vous allez voir un éléphant, par exemple. C'était en Inde, ça. Donc, ils voyaient des éléphants à la place des cailloux. Donc, il transforme votre perception. L'objet lui-même, les conditions extérieures, vous apparaît comme un caillou. Et la seule personne qui sait que ce n'est pas un caillou, c'est le magicien. Alors après, la question se pose, est-ce que lui il voit un caillou ou est-ce qu'il voit un éléphant? Mais bon, ça, il faudra lui demander. Mais la personne et tout le public, tous ceux qui sont là, leur conscience ont été complètement trompés par cet objet, par le sort qui a été fait par ce magicien. Donc, donc, en fonction de ça, si le magicien est suffisamment bon, vous allez vraiment croire que vous avez devant vous un éléphant. Vous n'allez pas le mettre en doute, parce que votre perception de cet objet extérieur, elle va vous dire qu'il existe comme tel. Et donc, vous allez y croire. Donc c'est la même chose. Donc, tout ce qu'on perçoit, en fait, les objets qu'on perçoit, on les perçoit d'une manière indépendante, comme s'ils existaient tous de cette manière indépendante. On les voit apparaître comme ça pour nous. On voit apparaître des chaises, des tables, des fleurs, des tankas, tout ça. Et tout ça, ça a l'air d'exister de manière indépendante. Et ces choses-là, nous les prenons pour leur mode d'existence réel. Nous les prenons pour leur mode d'existence réel. Donc, par exemple, je sais pas, on va prendre un livre. Pourquoi un livre? Je prends l'exemple d'un livre. Un livre nous apparaît comme un livre parce que il y a des pages, il y a une couverture et je sais pas, il y a une reliure. Donc, dès que je vois ces 3 choses extérieures à moi, ces 3 choses m'apparaissent comme un livre. Je vois le livre de prière là, qui est devant moi. Il y a les pages, il y a une couverture dorée et il y a une spirale autour. Pour moi, c'est un livre. Ça m'apparaît comme un livre. Parce qu'il y a ces éléments extérieurs qui sont réunis pour que la chose m'apparaisse comme un livre. Et tout de suite, je mets le mot livre, le concept livre, tout. Et cette chose-là m'apparaît à l'extérieur comme étant un livre qui existe de lui-même, qui n'est pas... Bien sûr, quand je réfléchis, je vais dire, bah oui, le livre, il est dépendant de la couverture, il est dépendant des pages, il est dépendant de la spirale. Mais quand je le vois comme ça, il est dépendant de rien du tout. Je le vois comme une chose complètement indépendante, complètement autonome, qui existe séparément du coussin qui est à côté, séparément de la table et tout ça. Et ça, c'est les conditions extérieures qui nous trompent. Si j'enlève, par exemple, vous savez, les formats tibétains, par exemple, les textes tibétains, ils n'ont pas de reliure. Il y a les pages, parfois la couverture, pas toujours, mais il n'y a que les pages. Si je vois ça, je ne vais pas appeler ça un livre.
Je vais appeler ça, si je connais le mot tibétain, je vais appeler ça un pecha, par exemple. Mais si je connais pas le mot tibétain, ben, je vais rien appeler ça du tout. Je vais appeler ça des pages, quoi. Hein, voilà. Donc, pour que j'appelle ça un livre, il faut qu'il y ait certaines conditions et que toutes les conditions soient remplies. Hein. C'est ce qu'on appelle la base de désignation, hein, dans le jargon. Hein. Il faut que cette base de désignation soit complète et soit authentique. Hein. Je ne peux pas mettre le nom réveil sur ce chose. Ça, c'est bien clair. Hein. Comme quand Geshe-la m'a appelé Geshe. Ce n'était pas possible. Donc, c'est trompé. Il n'y avait pas le diplôme, etc. Ni les facultés intellectuelles. Donc, ni les réalisations. Et donc, pour ça, ces conditions extérieures, donc si j'enlève toutes les pages, si j'enlève toutes les couvertures, la couverture et si j'enlève les spirales, le livre disparaît. Okay, le non-livre disparaît. Okay, je vais plus mettre, il n'y a plus de livre, en quelque sorte. Hein. Oui, je vais en venir. Le livre n'y est plus. Hein. Donc, une analyse ultime, ça consiste, en fait, en une négation. Hein. On nie quelque chose. Qu'est-ce qu'on nie? Alors là, c'est là où c'est subtil. C'est là où c'est dangereux. C'est là où on est sur la corde raide. Parce que nous, quand on nie quelque chose, eh ben, ça n'existe plus du tout. Ça n'existe plus. C'est fini. On l'a lié et la chose-là, elle a disparu, elle n'existe plus. Et nos maîtres nous mettent bien en garde contre ça. Ça ne veut pas dire que quand on a nié les phénomènes, ils n'existent plus. Parce que qu'est-ce qu'on nie? Ce n'est pas le phénomène que l'on nie. C'est l'existence véritable du phénomène. Et c'est très différent. Hein, de ça. Entre nier, on ne doit surtout pas nier les phénomènes. Sinon, on ne peut même plus fonctionner avec la radio A. Vous ne comprenez plus rien. Hein, si vous niez tout, vous tombez dans un nihilisme où tout est devenu néant et où il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ça, c'est pas possible. Hein. Donc, la production interdépendante, elle intervient à ce moment-là. Hein. C'est par la production interdépendante que l'on accède justement à ce niveau-là de la vacuité. Donc, c'est pour nier la production interdépendante, nie l'existence véritable des phénomènes, mais ne nie pas leur existence par désignation. Donc ce livre, il existe, ce livre qui m'apparaît devant moi, il existe comme une simple désignation, parce que si j'enlève les pages, la couverture et les spirales, eh bien le mot livre n'existe plus. Mais les phénomènes sont là quand même. Il y a quand même des pages, il y a quand même tout ça qui est devant moi. Donc il n'existe que par simple désignation. Donc ça, c'est un niveau de compréhension. Alors qu'est-ce qui fait que... c'est nos concepts hein, qui fonctionnent là. C'est nos concepts, c'est nos pensées qui créent en fait, qui donnent une solidité en fait à cette apparence d'un livre, qui lui donne toute sa solidité, son caractère intrinsèquement existant, etc. Ce sont nos concepts. Donc c'est à ce niveau-là que nous fonctionnons. Donc ça, c'est une illusion, donc comme une illusion créée par un magicien à partir de conditions extérieures. Ensuite, le deuxième exemple pour expliquer comment les choses nous apparaissent d'une certaine façon, c'est le rêve. Hein. Et ça, c'est pour illustrer que les choses nous apparaissent d'une certaine façon en raison de nos tendances karmiques, en fait. Hein. Donc ça, c'est voilà, les choses nous apparaissent. On perçoit les choses d'une certaine façon, non plus parce que il y a les objets extérieurs il y a une illusion, mais parce que en nous avons des empreintes karmiques qui nous font voir les choses d'une certaine façon et pas d'une autre. Et ça, c'est un énorme conditionnement. Hein. Donc depuis des vies et des temps sans commencement, on a été conditionné à voir que les phénomènes existent indépendamment. Qu'ils existent, qu'ils n'existent pas comme des productions dépendantes. D'où l'angoisse de trouver la mer, comme dit dans Rolpe Dorje, Shankar Rolpe Dorje, dans son poème, alors qu'elle a toujours été là, hein, mais on ne la voit jamais. Hein, et parce que on est obscurci par ce voile de la vérité conventionnelle. Donc les choses nous apparaissent d'une certaine façon,
Déjà, le deuxième plan, c'est à cause de nos empreintes karmiques. Et bon, pourquoi on prend l'exemple du rêve ici? C'est parce qu'en fait, les rêves, comment dire, dans les rêves, il nous apparaissent des tas de choses, hein, et on sait très bien qu'elles ne sont pas réelles. Hein, mais ça nous apparaît, ça apparaît à notre conscience. Pourquoi ça apparaît à notre conscience? Parce que, justement, il y a des empreintes karmiques qui nous font apparaître des images. Et les rêves sont quand même très étroitement liés à notre vécu. On est bien d'accord. On ne rêve pas de choses qu'on a... C'est soit des choses qu'on a vécues dans le passé, qui reviennent, des événements qui ont laissé des traces, des marques, des blessures, je ne sais pas, ou des empreintes fortes dans notre esprit, ou des événements futurs qu'on appréhende, dont on a peur, par exemple. Si on doit passer un examen, voilà, on va peut-être rêver à ça, on va se dire... j'ai raté mon examen alors que voilà, il ne s'est rien passé. Dans le rêve, on va peut-être rêver qu'on va rater son examen. Mais parce ça fait partie de notre vécu. Et peut-être qu'on a déjà raté des examens dans le passé ou dans des vies antérieures. Donc tout ça, c'est conditionné par des événements qui font partie de notre vie. Et donc ça intervient donc, dans notre perception des choses. Hein. Ces empreintes karmiques donc, nous amènent à percevoir les choses comme si elles existaient de manière intrinsèque, parce qu'on est très, comme l'a dit Geshe-la, il a utilisé le mot familier avec ça. C'est une familiarisation. Hein. On est extrêmement familiarisé avec ce mode de fonctionnement. Donc forcément, ça réapparaît tout le temps. Ce sont nos empreintes karmiques qui sont là, qui conditionnent nos perceptions. Et ça, de vie après vie, hein, ça continue. Oui, mais vas-y, prends le micro alors. S'il te plaît. Ouais, je ne sais pas si c'est lié là, aux empreintes karmiques, mais ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, moi, si je vois une petite goutte, je vais prendre ça pour une goutte d'eau. Et par exemple, la fourmi, elle va voir ça comme un océan. Ça, c'est l'empreinte karmique. Pareil. Ah oui, complètement. Vraiment, la perception, elle est complètement différente. Pour différents sujets, différentes personnes. Oui. Personne ne voit les choses de la même façon. Pour toi, tu me vois comme un ami, l'autre me voit comme un étranger, l'autre me voit comme un ennemi, l'autre me voit comme un guéché, j'en sais rien. Tout ça, c'est la vérité conventionnelle. Hein. Elle projette sur les choses tes propres empreintes karmiques. Et c'est ça qui est complètement déformé, mais oui. Une goutte d'eau ou un océan. C'est ça les apparences. Ouais. Soit elles ont été trompées par un magicien qui est notre conscience, voilà, on se trompe sur les objets extérieurs. Ça arrive souvent. Hein, que c'est l'exemple du serpent, par exemple. Hein, ça, quand on prend une corde pour un serpent, c'est la chose extérieure qui nous trompe elle-même. Parce qu'il y a des conditions qui sont là. Des conditions extérieures, le manque de lumière, la corde elle est un peu enroulée sur elle-même, voilà, dans les textes où il y a, je sais pas, ou un jouet, comme il disait aussi. Tant qu'on ne s'est pas approché de la chose et qu'on l'a pas prise dans les mains, on ne sait pas. Ou si quelqu'un vous le dit, comme disait Geshe-la, si quelqu'un vient vous dire, mais non, c'est un jouet, c'est pas un serpent, et là, la peur, elle s'en va. Mais j'ai failli poser la question, je lui dis arrête. S'il n'y a personne, comment vous faites? S'il n'y a personne d'autre, comment vous faites pour savoir si c'est un serpent ou si c'est une corde? Il faut s'approcher. Il faut s'approcher, jusqu'à voir les caractéristiques. Qu'à un moment donné, ce qui va vous apparaître, c'est les caractéristiques d'une corde, d'un jouet, et pas les caractéristiques d'un vrai serpent, parce que ça ne bouge pas, vous allez lui lancer un caillou, ça ne va pas bouger, vous allez essayer de trouver des caractéristiques propres à cet objet. Et c'est là où c'est la difficulté. Bon, je m'écarte un peu, c'est une petite parenthèse, mais... La peur? Ah ben oui, bien sûr. La peur est conventionnelle, oui, complètement. Elle est liée à nos perturbations mentales à partir de certains objets conventionnels et ça met en route tout le système de défense conventionnelle ou de réaction conventionnelle. Et donc, si on dépasse cette peur, on dépasse cette convention... Pas forcément. Dépasser une peur, c'est dépasser une peur, mais après, il y a d'autres choses qui sont là. Hein. C'est pas parce qu'on dépasse une peur qu'on réalise la vacuité. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est aller
c'est aller aux caractéristiques. Et là, le point très, très, très délicat du Madhyamika, justement, et c'est là où les Prasangika sont très, très, très forts, c'est que ce qui nous permet de choisir entre une corde et un serpent, c'est les caractéristiques. Donc, elles sont où, ces caractéristiques? Elles existent où? Dans l'objet. Dans la conscience qui les perçoit, ces caractéristiques. Et là, j'avoue que j'ai du mal à accepter la position des Prasangika en disant qu'il n'y a pas de caractéristiques. Il n'y a pas de caractéristiques. Ces caractéristiques n'existent pas telles quelles. C'est une production interdépendante. Et là, bien sûr, on retombe toujours dans cette dernière analyse de la production interdépendante. Et là, tout est vide, bien sûr. Et les phénomènes n'existent que par le nom. Et là, si vous mettez le nom serpent, vous allez avoir peur. Si vous mettez le nom corde, vous allez avoir moins peur. Hein. Mais bien sûr, c'est dangereux. Hein, parce que si c'est un serpent, vous vous faites piquer. Alors que vous avez mis le nom corde dessus. Même si vous n'avez pas peur. Donc j'arrive à un troisième point, c'est le mirage. Le troisième exemple, c'est le mirage. Et le mirage aussi, c'est une vérité trompeuse. Hein, parce qu'on voit quelque chose en cause des conditions extérieures, hein, de l'humidité, de la chaleur, peut-être un peu mal à la tête, peut-être. Vous voyez apparaître un mirage, hein, à l'extérieur. Mais il n'y a pas que les conditions extérieures qui vous font apparaître le mirage. Il y a votre soif. C'est parce que vous avez soif que vous voyez un mirage. Hein, c'est pas simplement parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vous apparaît parce que vous êtes dans le désert. C'est parce que vous avez soif. Et là, vous hallucinez. Hein, et vous voyez un mirage. Donc, il y a un truc qui vient de l'intérieur, là aussi. Hein, donc, ça vient pas de l'objet. Ça vient pas que des conditions. Ça vient aussi ça vient pas que des empreintes karmiques. Ça vient aussi de votre désir. Hein, du désir. Et quel est notre désir le plus profond ? C'est un désir de permanence, hein, que les choses soient permanentes. Hein. Et c'est la première caractéristique de la souffrance, c'est l'impermanence, justement, parce que les choses changent. Donc, le bonheur que l'on obtient, que l'on trouve, auquel on accède à un quart de seconde, l'instant suivant, il n'existe plus. Et c'est terrible. C'est terrible. Donc notre envie la plus profonde, c'est que ce bonheur soit permanent, hein, que les choses soient permanentes. Hein. Et c'est ça qui fait qu'on perçoit les choses comme intrinsèquement existantes. Hein. C'est cette volonté, ce désir, je ne sais pas comment l'appeler, cette soif, hein, cette soif, c'est comme un mirage qui veut que les choses soient intrinsèquement, soient telles quelles, que cette personne nous procure un plaisir toute notre vie, hein, que cet objet aussi soit satisfaisant tout le temps, qu'il n'y ait pas de décadence, qu'il n'y ait pas de dégénérescence, qu'il n'y ait pas d'impermanence, qu'il y ait toujours cette caractéristique de l'objet qui soit apte à nous procurer le plaisir que l'on a quand on projette sur lui toutes nos aspirations. Et c'est ça le mirage. On projette sur une chose tous nos espoirs, toutes nos aspirations. Et quand on s'approche, il n'y a plus rien. Hein, parce que c'est une erreur. Hein. Donc c'est ce désir fondamental, en fait, qui nous amène à désigner les choses. On a besoin de désigner les choses. On fonctionne avec des concepts. Radio A. Hein, on fonctionne avec les pensées. On fonctionne avec tout ça. Et ça, c'est ce besoin fondamental de mettre des noms sur les choses, de mettre des étiquettes, de mettre des pensées conceptuelles. C'est ça la désignation. Désignation, c'est pas simplement un nom, c'est tout ce qui va avec le nom. Hein, parce que parfois on a un nom. Hein, j'ai un livre, je sais ce que c'est. Mais il y a des tas de choses où j'ai pas de nom. Peut-être que les Esquimaux, ils ont plein de noms pour la neige. Ils ont 50 noms pour la neige. Les Tibétains, ils ont 50 noms pour l'esprit. Voilà. Nous, on a des noms pour ce qui nous... On va peut-être avoir plein de noms pour les voitures, pour les pièces mécaniques, pour les pièces de menuiserie. On aura, suivant en fonction de notre travail, on va mettre des noms. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas nommer. Mais on va les nommer autrement. On va les nommer par des concepts, par des couleurs, par des choses, en donnant des réalités, des fausses réalités. Donc tout ça, c'est la réalité conventionnelle.
tout ce qui nous trompe. Donc le magicien donc, symbolise donc, les conditions extérieures qui nous font appréhender, qui nous trompent hein, sur la réalité, les conditions extérieures, puisqu'on voit les choses d'une certaine façon à l'extérieur et qu'une autre personne ne les voit pas de la même manière. Le rêve donc, symbolise donc, nos tendances habituelles à percevoir des choses qui existeraient de façon indépendante. Je ne sais pas comment un chat voit le monde, ou peu importe, mais nous, on voit comme si elles existaient, comme si les phénomènes existaient de façon indépendante et non pas interdépendante. Et le mirage, donc ça va un petit peu plus loin donc dans l'analyse, ça illustre justement comment notre désir, en fait, nos désirs de permanence renforcent en fait notre méprise hein, de la réalité, de la façon dont les choses apparaissent. Nous voulons que les choses soient permanentes et nous voulons que les choses soient permanentes, donc nous les voyons comme ça. C'est ça le mirage. Hein. Nous voulons qu'elles soient permanentes, nous voulons qu'elles existent intrinsèquement, et donc on les voit comme ça. Donc c'est un énorme conditionnement. Donc voilà pour ces exemples. Quelques mots intéressants, je trouve, qu'on trouve dans les textes. Bon, Chandrakirti, puisque Geshe là, donc on parlait de Nagarjuna, Chandrakirti, il donne 3 définitions. Pour qu'il y ait une vérité conventionnelle, il y a 3 possibilités. Hein. Donc c'est soit une conscience ignorante qui conçoit la réalité d'une manière erronée. Donc c'est la première définition de la vérité conventionnelle. Une conscience ignorante qui masque la réalité telle qu'elle est, hein, qui conçoit une autre réalité à la place, c'est-à-dire qui masque la réalité. Conscience ignorante qui masque la réalité. Déjà ça, si on comprend la réalité conventionnelle comme ça donne déjà beaucoup de sens, je trouve. Hein. Une conscience ignorante qui masque la réalité. Et ça, on peut l'appliquer dans notre quotidien. Si on se souvient de cette définition, quand il nous arrive des choses pas nettes, ou pas un peu compliquées, ou difficiles à supporter, on peut remettre en question notre propre perception que l'on a à ce moment-là de la réalité. Et ça, c'est libérateur. La libération, elle est là, hein. Elle n'est pas ailleurs. En mettant en doute notre perception des choses. Notre perception conventionnelle. Donc, ok, on ne voit pas l'ultime, d'accord, mais on peut mettre en doute notre perception conventionnelle. Donc c'est une conscience ignorante qui masque la réalité. Ça, c'est une manière. Donc pensez à ça aussi. Une autre façon d'appréhender que Chandrakirti donne de la réalité conventionnelle, c'est la réalité conventionnelle, c'est ce qui est interdépendant. Voilà. Et déjà de penser à ça, c'est déjà une autre... Ça ouvre. C'est ce qui est interdépendant. Donc, qui n'existe pas en soi-même. Formidable. Hein. Donc, si toutes ces vérités conventionnelles sont interdépendantes. Alors que moi, je les vois comme étant indépendantes. Et ça, c'est faux. Elles sont interdépendantes. Donc, toutes mes peurs, tout ça, c'est l'interdépendance des phénomènes. Pourquoi j'ai peur ? Parce que je crois que c'est un serpent. Hein. Parce qu'il m'apparaît de cette façon. Tout est lié hein, à cette... Et ça, bien sûr, c'est applicable dans le quotidien, justement, en pensant que tout est interdépendant. C'est pour ça que ce raisonnement sur l'interdépendance, on dit que c'est le roi des raisonnements, parce que c'est le raisonnement le plus efficace, le plus sûr. En voyant que toutes les choses sont interdépendantes, on voit que tout est vide d'existence indépendante. Donc mais on ne nie pas la réalité. La réalité, elle est là. Elle est comment ? Elle est interdépendante. Donc on ne tombe pas dans le nihilisme. Et on ne tombe pas non plus dans l'éternalisme, puisque ça veut dire que c'est vide. Donc on est vraiment dans la voie médiane. Donc le raisonnement phare des Madhyamikas, c'est cette interdépendance, hein, où on nie les deux extrêmes, hein, grâce à l'interdépendance. Donc c'est assez... Et là, justement, on s'appuie sur quoi ? On s'appuie sur la réalité conventionnelle, qui est le seul moyen
d'atteindre l'ultime. Et la troisième manière, donc troisième définition de ce que c'est qu'une vérité conventionnelle, c'est les conventions mondaines. On appelle ça un livre. Si vous appelez ça un éléphant, les gens vont dire vous êtes complètement fou. Voilà, c'est pas un éléphant, c'est un livre. Hein. Donc la convention, elle est là pour nous donner justement cette réalité dans laquelle on doit fonctionner. Donc ça doit être attesté par la convention mondaine, hein, par les conventions du monde. Hein. C'est-à-dire, voilà, si je nie l'existence d'un éléphant ici sur un livre, ben oui, bien sûr, c'est tout à fait vrai, parce que ça n'a pas les caractéristiques d'un éléphant. Donc ça, toutes les conventions mondaines font partie de la vérité relative. Maintenant, la question. Bon, je saute, hein, j'accélère parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais bon, peut-être juste une petite question. Mais c'est un débat, hein, donc je ne peux pas vous donner la réponse, mais est-ce qu'un Bouddha voit la vérité conventionnelle? Allez-y, alors réfléchissez. Et je veux une réponse. Oui ou non, pourquoi alors? Alors, prenez un micro, que tout le monde en profite. Merci de faire passer. Il me semble que le Bouddha voit la vérité ultime et en même temps, s'il voit tous les phénomènes, c'est bien la vérité conventionnelle. Un Bouddha est omniscient, hein, d'accord? Oui. Donc ça veut dire ça, il voit tous les phénomènes. Oui. Il est omniscient, oui. Il voit tous les phénomènes. Comment il les voit, les phénomènes? Il les voit, mais il me semble, enfin, d'après ce que j'imagine, Ouais. je ne sais pas si j'ai bien retenu mais la philosophie, peu importe. il me semble qu'il voit les deux, justement, parce que pour nous comprendre à nous, être sensibles, il faut bien qu'il voit dans quoi... Si par exemple un être sensible souffre, eh ben, si on souffre, c'est bien parce qu'on est dans la réalité conventionnelle. Donc le Bouddha, pour pouvoir intervenir sur nous, il faut bien qu'il voit qu'on est en souffrance. Donc comme la souffrance est une vérité conventionnelle, mais lui, il la voit de manière avec la vérité. Il a les deux, en fait. C'est ça. Il n'y a qu'un Bouddha, justement, qui peut voir radio A et radio B en même temps. Mais il voit cette souffrance, mais il n'en souffre pas. Pourquoi il n'en souffre pas? Parce qu'il perçoit la vérité ultime. Oui. Voilà, bon. Moi, quand j'y pense, oui. C'est vrai que c'est indicible parce que j'arrive pas à comprendre comment. C'est ça. J'arrive pas à le réaliser, en fait. C'est ce que dit Shantideva. La vérité ultime n'est pas du ressort des êtres ordinaires. Hein. On ne peut pas l'appréhender avec notre entendement. Non. Hein, avec des concepts, exactement. On peut l'approcher, certes, mais on ne peut pas l'appréhender directement avec nos concepts, avec l'entendement. Ça dépasse et pourtant, notre on entendement. cherche à l'approcher. Il faut chercher. Oui, d'accord, c'est ça. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'un Bouddha est omniscient et il voit à la fois ce qui est correct et ce qui est incorrect. On pourrait dire. Hein, il voit la façon incorrecte dont nous percevons les choses. Mais il n'est pas influencé par cette vision incorrecte des choses. Nous, oui. Hein. C'est à cause de ça qu'on tourne dans le samsara. Parce qu'on est influencé par notre perception des choses. Le Bouddha, non. Il n'est pas influencé par ça. Il voit la façon correcte dont les choses existent et il voit la façon incorrecte dont nous les percevons. Donc, en fait, la libération, elle n'est pas loin quand on voit ça. Il suffit de voir les choses de manière correcte. Il n'y a pas bien loin à aller. Hein. Il n'y a pas à aller faire des kilomètres. Hein. C'est juste... l'ignorance, c'est le contraire en fait, de la sagesse. En fait.
c'est voir c'est voir les choses d'une manière non erronée. C'est-à-dire qu'un Bouddha, il peut voir la vacuité de la table et voir en même temps que cette table apparaît de manière intrinsèque à nous autres, êtres ordinaires. Mais il voit sa vacuité en même temps. Et il voit aussi comment elle nous apparaît à nous-mêmes. Tout sans être trompé par ça, justement. Alors là, une citation dans Apparence et réalité, là, Guy Newland, il dit « Les Bouddhas sont omniscients, ça veut dire qu'ils voient simultanément et explicitement et sans confusion les vérités conventionnelles et les vérités ultimes, sans les mélanger. » Bien. On va peut-être faire une méditation maintenant pour se calmer un peu. Nos neurones, il est quoi, 1 heure. S'il y a d'autres questions, par contre, oui, on peut, vas-y. Après, on fera une méditation méditation analytique, pour voir comment notre ignorance fonctionne. Oui. Je voulais demander, quand on perçoit une goutte d'eau, par exemple, Ouais. il y a elle est perçue par la vue, l'organe visuel, et le mental, qui va venir imputer une goutte d'eau, qui va dire ça, c'est une goutte d'eau. Et qu'est-ce qui permet, et par exemple, quand je vois, dans mon cas, un gâteau, donc la vue va venir imputer un gâteau, et même si je ferme les yeux, je vais rester avec cette sensation de c'est délicieux, ce que j'ai vu est délicieux, donc c'est le mental. Et qu'est-ce qui va me permettre quelle conscience va me permettre de transcender ça en voyant que, en fait, si je le trouve délicieux, c'est simplement parce que j'ai cette soif. Ouais. Quelle conscience va me permettre de m'extirper un peu de ce carcan mental? Conscience mentale. D'accord, ok. Tout se passe dans la conscience mentale. D'accord, donc la conscience mentale va se retourner sur sa partie un peu plus saisissante pour dégonfler. Le premier instant de la conscience visuelle, il est juste. Il voit le gâteau. Après, le deuxième instant, c'est l'ignorance qui a mis son encre dessus et qui le voit comme un objet délicieux, existant intrinsèquement, qui va t'apporter du bonheur. Quand ça va fondre, voilà, c'est tout le délire qu'il y a après, quoi. Hein? Lié, c'est-à-dire la perception. Par rapport aux cinq sens, quoi. Oui, oui, c'est ça, oui, bien sûr, oui. Là, on parle du visuel, mais quand on parle justement des choses telles qu'elles nous apparaissent, c'est pas que visuel, c'est aussi avec l'ouïe. Quand on entend un son, on le trouve agréable, intrinsèquement agréable ou intrinsèquement désagréable. Hein. Ça fonctionne aussi avec les 5 organes sensoriels. Mais le premier instant de la perception sensorielle, il est juste. Hein. C'est quand la conscience mentale, justement, elle désigne dessus autre chose. Elle croit à son existence véritable. La perception visuelle, la conscience visuelle qui perçoit le gâteau, elle ne croit pas à son existence véritable. Elle le perçoit, c'est tout. Mais le deuxième instant, c'est fini. La conscience a mis son caractère d'ignorance dessus, comme un phénomène conventionnel qui existe de par lui-même. C'est là qu'il y a j'aime pas. Oui, c'est là où il y a j'aime pas. Exactement. Ouais. Vas-y. Oui. Il y a aussi, pardon, le conflit. Le conflit de croire que ce qu'on perçoit, c'est l'objet qui est à l'extérieur. Ouais. Alors que ce qu'on perçoit, c'est le reflet de l'objet extérieur dans notre conscience, en fait. Ouais. Alors là, c'est un débat philosophique, justement. Est-ce qu'il y a des phénomènes à l'extérieur de nous ou pas? Alors, les Chittamatra vont dire non. Pas, mais en tout cas, ce que nous on perçoit, ça ne peut être que le reflet de cet objet dans notre. C'est ce que disent les Chittamatra. Tout ce qu'on perçoit n'est que la manifestation de nos graines karmiques qui font apparaître cet objet extérieur. Mais il n'y a pas d'objet extérieur. Alors moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ah, d'accord. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, je me pose pas la question de savoir si cet objet extérieur existe ou pas. Je pars du principe qu'il existe. Ouais. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que cet objet
ce que moi je perçois, ce n'est que le reflet de cet objet dans ma conscience. Ah À oui. aucun moment c'est l'objet lui-même. D'accord, oui, oui, réel, bien sûr. enfin, Oui, voilà. d'accord. Oui, d'accord. Euh, C'est ça. Oui. C'est la pas l'objet percep- lui-même. Tant qu'il n'y a pas une perception directe, en fait, c'est non. une perception erronée d'un reflet de cet objet C'est dans ça. ma C'est propre ce que- conscience via le filtre visuel, C'est ça. cognitif, etc. quoi. C'est pas une perception directe. Comment Après, l'objet, Oui. il existe ou pas à l'extérieur, Oui. ça devient un autre C'est de l'analyse ultime après, oui. Ouais. débat. D'accord, ouais, tout à fait. Tout à fait ça. Bien, ben, si vous voulez, on va faire une méditation. Alors cette méditation, c'est analytique, je l'emprunte à Thupten Pende, peut-être que certains le connaissent, il était moine en Nalanda, qui est Lamazopa aussi, il fait faire cette méditation. Donc c'est Rinpoche donc, qui m'a incité donc à faire cette méditation, et puis j'ai trouvé donc celle-ci par Thupten Pende, donc que j'emprunte. Et donc c'est une méditation typique pour nous montrer comment comment dire, ouais, sur la base du jeu en fait, comment ce jeu nous apparaît, voir comment nous appréhendons ce jeu. C'est très important puisque voilà, on fait que ça en fait. Donc on va essayer de voir le caractère un peu erroné donc, de notre appréhension du jeu, et illogique surtout. Donc, illogique, oui. Donc, je vais essayer d'aller très doucement, parce qu'il faut bien que vous passiez les différents paliers. Il faut que dans votre conscience, ça franchisse de certains niveaux. Ça a l'air mystérieux comme ça, mais bon, ça l'est pas. C'est juste que ne passez pas au palier suivant. On va utiliser des raisonnements. Il faut que vous ayez bien compris le raisonnement pour passer au suivant. Donc je vous laisserai un petit peu de temps, mais essayez vraiment de le ressentir. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Mais nous, ça va trop vite. Le reste du temps, ça va très 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 vite dans notre esprit, donc on n'y fait pas attention. Donc là, on va découper la chose. On va essayer de la décortiquer pour voir là où on se trompe. Et voir comment notre esprit il est complètement illogique, quoi, en fait. Et ça, on ne le remet jamais en question. On remet en question plein de choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mais ça passe comme une lettre à la poste. Et puis il n'y a plus de poste maintenant. C'est bien, comme un email dans le sur l'ordinateur. Bon, vous pouvez bouger à n'importe quel moment. Hein. Enfin, on se met en posture, mais c'est une méditation analytique, donc voilà, donc prenez la posture qui vous convient. On va compter quelques respirations, une dizaine de respirations pour calmer l'esprit. Pour amener de la clarté aussi, on peut garder le souffle un peu à l'intérieur et le relâcher en augmentant la clarté de notre esprit.
Maintenant, vous allez penser, je suis assis ici. Donc on peut tous penser ça, puisque c'est la vérité. On est tous assis ici, dans cette pièce. Donc dites-vous ça dans votre esprit, je suis assis ici. Donc quand vous dites je suis assis ici, il y a un je qui a l'air tout à fait réel. C'est pas une fiction, c'est pas quelque chose de fictif. Ce je existe. On le ressent bien. Je suis assis ici, donc c'est de bien ressentir ce je. Donc ce je, il est tout à fait réel. Il accomplit des fonctions, il peut se lever, il peut marcher, il peut faire plein de choses. Mais là, on dit je suis assis ici. Toutes ces fonctions, c'est nous-mêmes qui les accomplissons par nous-mêmes. Quand on dit je marche, je parle, je bois, je mange. Donc ce je suis réel. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc sentez bien cette réalité du je, qui est tout à fait juste. Il ne faut pas la nier. Maintenant, vous allez vous poser une deuxième question, c'est à qui est ce corps qui est assis ici? À qui appartient-il? Donc, est-ce que c'est votre corps qui est assis ici? Quand vous dites « je suis assis ici », est-ce que vous pensez, quand vous dites « je suis assis ici », est-ce que vous pensez à votre corps ou au corps de quelqu'un d'autre? Donc en général, quand on dit « je suis assis ici », on fait référence à notre propre corps. Donc ce corps, vous êtes bien d'accord, il vous appartient. Il est à vous. Il n'y a pas d'esclave ici. C'est bien votre corps qui est assis. Alors posez-vous la question maintenant, mais vraiment sincèrement, qui est-ce qui est assis? C'est moi. C'est moi ou mon corps? Qui est-ce qui est assis? C'est moi ou c'est mon corps? Essayez de répondre à cette question. C'est très important. Qui est-ce qui est assis? C'est moi ou c'est mon corps? Ou est-ce que c'est les deux? Donc ça veut dire que le corps et le je sont identiques? Donc est-ce que le corps est assis? Oui. Est-ce que vous êtes assis? Oui. Donc il y a deux choses qui sont assises en même temps. Et au même moment, au même lieu. C'est possible ça?
Pourtant, il n'y a qu'une chose qui est assise. Comment est-ce qu'il peut y en avoir deux en même temps? Quand on dit je suis assis, on pense qu'à une seule chose. Même si le corps est assis, on ne pense pas qu'il y a deux choses qui sont assises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est identique à notre corps? On se rappelle ce qu'a dit Geshe-la, identique, quand ça fait un, c'est en tout point. Il ne faut pas qu'il y ait la moindre différence. C'est complètement identique. Donc est-ce que le je est complètement identique au corps? Est-ce que le je est complètement identifié au corps? Si vous dites oui, ça veut dire que alors vous n'êtes que le corps. Vous n'êtes pas autre chose que le corps. Alors, si vous pensez que vous êtes ça, que vous n'êtes pas autre chose que le corps, alors ça ne veut plus rien dire de dire j'ai un corps. Quand on dit j'ai un corps, il y a deux choses. Il y a le corps et le je. Donc si vous étiez identique au corps, ça voudrait dire que vous ne pourriez pas dire j'ai un corps, il vous faudrait dire le corps a un corps. Et ce n'est pas le cas. Donc quand on pense à soi, on pense bien que l'on est différent du corps. Quand on pense à notre corps et quand on pense à nous-mêmes, on pense bien à deux choses différentes. Donc on n'est pas complètement identique au corps. Et pourtant, il n'y a qu'une seule chose qui est assise là en ce moment. Il n'y en a pas deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le je était un objet réel, il devrait être soit identique au corps, soit il devrait être différent, et à ce moment-là, il y aurait deux choses qui sont assises. Il serait soit identique, soit différent. Est-ce qu'il y a une troisième possibilité? Par exemple, troisième possibilité, ça serait quoi? Ça serait que le corps n'est pas assis, par exemple? Ben non, le corps est assis. Est-ce que ça serait que je ne suis pas assis? Ben non, je suis assis. Si c'était différent, il faudrait dire « je suis assis, mais le corps n'est pas assis ». Donc ça ne marche pas non plus. Donc si on était complètement différent de notre corps, on n'aurait même pas besoin de s'asseoir. Le corps pourrait s'asseoir et pas nous.
Donc la seule façon où on peut avoir une action, une seule action et deux choses qui la font en même temps, c'est que si une de ces choses ou deux de ces choses sont simplement des créations mentales. Donc c'est très simple. Je suis assis parce que j'ai la pensée, donc je suis assis ici, alors qu'en fait c'est le corps qui est assis. Donc je pense je suis assis ici. Parce que quand le corps est assis, donc ce je qui pense, je suis assis ici, est une simple création mentale. Mais quand on fait les choses, c'est pas comme ça qu'on pense, c'est pas comme ça qu'on réagit. Pour nous, le jeu, il a beaucoup plus de consistance que ça. Il ne nous apparaît pas comme étant une simple création mentale. Il nous apparaît comme existant de lui-même, comme faisant des choses par lui-même, comme pensant par lui-même. Et on ne voit pas qu'il est simplement créé par notre esprit. On a toujours l'impression qu'on est beaucoup plus concret que ça, qu'on n'est pas une personne imaginaire, une personne qui est inventée par des concepts, qui est inventée par des mots, qui est inventée par rapport à une posture du corps. Pourtant, si on regarde bien, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Le jeu est simplement inventé, dénommé, désigné par rapport à une posture du corps. Mais ce n'est pas comme ça que ça nous apparaît. Donc je ne suis pas le son, je. Je ne suis même pas la pensée, je. Donc lorsque le corps est assis, lorsqu'il est en posture assise, et que la pensée « je suis assis » apparaît dans notre esprit, les deux semblent complètement liés, complètement mélangés, si bien qu'on a l'impression qu'il y a une activité qui est faite par une personne, que l'on appelle « je », que l'on appelle « moi ».
Donc ce je, si on le cherche, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas dans le son je. On ne le trouve pas dans le corps. Ni dans la pensée. Et si on met tous ces composants, si on les prend les uns après les autres, on ne trouve pas de je. Il n'y a pas de moi. Il n'y a pas le moindre je, pas le moindre moi dans aucun des composants du corps ou de l'esprit. Pourtant, on a l'impression que parfois ce jeu est très solide, très concret, surtout dans des situations de peur. On a l'impression qu'il se situe là, à notre poitrine, comme un bloc dur. Ou si quelqu'un nous insulte, par exemple, tout de suite, au niveau de notre poitrine, il y a une sensation qui va apparaître, qui va nous faire identifier un je à cet endroit même où il n'y a pas de je. Il n'y a pas de je dans notre poitrine, mais on identifie le je à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on met ce concept, cette pensée, sur une sensation localisée, donc ça veut dire quoi? Qu'on est capable de mettre une sensation de peur à un endroit et de la mettre sur un endroit qui n'existe pas, sur un je qui n'existe pas. Et donc ça nous fait penser que depuis des vies et des vies, sans commencement, on a cru à l'existence de ce je et qu'on continue à croire à son existence en le situant dans un endroit où il n'est pas. Donc notre esprit est capable de créer quelque chose de toute pièce et d'avoir des sensations liées à une chose qui n'existe pas. C'est comme un mime qui fait croire qu'il porte une pierre très lourde, et on voit son visage qui se contracte, ses muscles qui se contractent, alors qu'il ne porte rien du tout. Il fait semblant de porter une pierre et de mimer cet acte. C'est exactement la même chose que nous faisons avec le jeu. En croyant à son existence, créé de toutes pièces, nous avons des réactions du système nerveux, émotionnel, à partir de quelque chose qui n'existe pas, qui est inventé de toutes pièces. Et ça, c'est notre tendance, notre habitude malheureuse à croire que les objets existent tels qu'ils apparaissent. Donc on voit apparaître un jeu dans des situations précises et on croit que ce jeu existe. Donc notre esprit, comme ça, il est capable de générer, de produire des apparences sans aucun fait objectif.
Et on peut croire à l'existence de toutes sortes de choses qui n'existent pas. Il y a des gens qui croient à l'existence de licornes, de dragons ou d'autres créatures fantastiques, simplement parce que ces choses ont été décrites dans des livres ou par des dessins. Donc, bien que nous imaginions toutes sortes de choses, ça ne veut pas dire que ces choses sont réelles. Et un objet peut apparaître à notre conscience, sans qu'il ait la moindre réalité. Par exemple, quand on voit un reflet de nous-mêmes dans le miroir, on pense que cette image qui se reflète dans le miroir, c'est nous. Alors que c'est juste une image. Et si on se regarde dans un miroir, on va voir l'image et on va voir la sensation du moi qui est liée à cette image. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Donc une image peut apparaître comme ça d'un phénomène extérieur, d'un miroir, et on peut y adhérer. Et la même chose, une image peut apparaître d'un phénomène intérieur aussi, et on peut très bien y adhérer en prenant ça pour un jeu. Donc ce jeu nous apparaît comment ? Il nous apparaît d'une manière subjective, et non pas par des causes objectives. Donc ça, il peut être créé par des mots, par la pensée, par des habitudes, par des croyances, que les choses existent par elles-mêmes. Et grâce au raisonnement de l'interdépendance, nous savons que les choses n'existent pas par elles-mêmes. Parce que si on regarde, donc, on voit bien qu'elles dépendent de toutes sortes de conditions, extérieures et intérieures. Et donc que ce jeu qui apparaît, il n'apparaît que en dépendance de la pensée, en dépendance des concepts, en dépendance d'un nom, d'une désignation. Et on peut très bien croire que ce jeu est réel. On peut même lui donner un nom. On peut dire qu'il est le sujet de toutes sortes d'actions, toutes sortes d'activités. On peut lui donner une histoire. Alors que ce jeu n'a jamais été là, n'a jamais existé. C'est comme si on a un personnage de fiction. Il n'existe qu'à partir du moment où on le décrit, on lui donne un nom, on lui donne une existence. Comme un auteur donc, qui crée un personnage et qui lui fait faire toutes sortes d'actions. Donc le Bouddha nous a dit que la personne, le moi, le je n'ont jamais existé véritablement. Même la moindre partie, le moindre atome, la moindre particule de ce je n'a jamais existé tel que nous le percevons, c'est-à-dire comme une entité concrète et réelle.
Donc comment est-ce qu'il existe, ce jeu? Il existe comme... Il a une existence nominale, comme une création mentale, créée par la pensée, créée par la parole, créée par les mots, établie par des conventions, des conventions acceptées, des conventions qui sont régies par le langage. C'est ainsi qu'il fonctionne, avec toutes sortes de qualités, avec des fonctions qu'on lui attribue, que les autres lui attribuent. Mais ce je, ce moi, n'est jamais apparu ni à nous, ni aux autres, par sa propre force, par la force de sa propre existence. Il apparaît uniquement par la force des concepts. Donc en ce sens, on peut dire que notre esprit est comme un magicien qui fait apparaître une fiction comme une réalité. Donc on va dédier les efforts qu'on vient de faire à essayer de méditer sur la vacuité du jeu, pour que l'on puisse réaliser rapidement cette sagesse, acquérir rapidement cette sagesse qui réalise la vacuité, et l'utiliser donc cette sagesse pour détruire l'ignorance. Et par voie de conséquence, détruire toutes les souffrances qui vont avec, c'est-à-dire les nôtres et celles des autres. Bon, on remet la radio sur le canal A. Et on écoute les questions. Oui? Non? Oui? Cette méditation, on peut la faire dans n'importe quelle action. Quand on est en train de faire la vaisselle, quand Namazopa dit ça. Chaque fois que vous faites quelque chose, que vous dites « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Je suis en train de faire la vaisselle. Je suis en train de jardiner. Jardiner, qu'est-ce qui jardine? Voilà. Déposer cette... Voilà. C'est très intéressant. Oui? Oui, c'est une question par rapport à l'enseignement de ce matin. Oui, très bien. Oui. Je me demande si j'ai mal compris ou s'il y a un problème de traduction. C'est par rapport aux deux derniers vers qu'il a commentés, le 25 et le 26, c'est-à-dire, je cite, « L'absence d'existence de toute chose, l'indicible mère, et la manifestation trompeuse de tout dépendent l'une de l'autre. » Et en fait, quand il a commenté le vers 26, le deuxième, quand il a parlé de la dépendance, il a parlé en fait d'une manière générale de l'interdépendance, notamment de la dépendance des manifestations trompeuses, etc. Or, moi, si je lis les deux vers, je vois qu'il parle juste de la dépendance, de la vacuité et de l'apparence trompeuse. Le fait qu'elles sont réalisées en même temps. Enfin, qu'il y ait une... Pour la comprendre, c'est de comprendre qu'il y a une dépendance entre les apparences et la vacuité.
Et comme il ne l'a pas commenté de cette manière-là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème de traduction dans les deux vers. C'est lesquels, les deux vers? C'est c'est la 25 et la 26. Alors, ils sont pas... C'est l'absence d'existence de toute chose, c'est... 25, c'est-à-dire 25 ou... Oui, c'est la 25e ligne, pardon, oui. C'est la 6e strophe, d'accord, merci. J'espère être la 6e strophe. L'absence d'existence de toute chose. Ah oui, d'accord. L'absence d'existence de choses, la manifestation et la manifestation trompeuse de tout dépendent l'une de l'autre. Oui. L'interdépendance entre la vacuité et la manifestation trompeuse, les apparences trompeuses. Oui. Et il n'a pas commenté comme ça, en fait. Ce matin, il a parlé de l'interdépendance de manière générale quand il a commenté la 26e. C'est vrai. On peut, oui, tout à fait. Il en a comme parlé nous, comme il y a ça. Vraiment marqué dépendant l'une de l'autre. Exactement. Notre traduction est très claire. Oui. Non, la traduction est bonne. Oui, c'est ça. Ouais. L'interdépendance dépend de la vacuité. En fait, l'interdépendance et la vacuité, ce sont la même chose. Oui. C'est deux manières de le percevoir. Hein. Mais c'est la même chose. Donc, elles dépendent forcément l'une de l'autre. Hein. C'est par l'interdépendance qu'on voit la vacuité. C'est par la vacuité qu'on voit l'interdépendance. Elles sont complètement interdépendantes, effectivement. Je veux dire, c'est justement ce que, c'est ce que dit ça. On pourrait le commenter. Tout à fait. Alors que Geshe-la a plutôt parlé de l'interdépendance, même des manifestations, enfin des apparences. L'interdépendance dans le conventionnel. C'est vrai. Il n'est pas allé à ce niveau-là, oui. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de problème de traduction, donc confirme. Non, c'est bien ça. C'est bien ce qui est dit là. C'est tout à fait juste, oui. Il l'a dit d'une autre manière hier, justement, que grâce à la vacuité, on réalise l'interdépendance. Donc, il n'a pas exactement dit comme ça qu'elle c'était interdépendante, mais c'est ce que ça veut dire, oui, effectivement. Tout à fait, oui. L'interdépendance, elle est là, justement. C'est l'interdépendance subtile, hein, aussi, hein, de voir que l'interdépendance et la vacuité. L'interdépendance de l'interdépendance et de la vacuité. Comme deux manières deux modes de raisonnement différents pour éliminer les deux extrêmes. Hein. Mais ils dépendent l'un de l'autre, oui, tout à fait. Parce que si les choses n'étaient pas vides, elles ne pourraient pas être interdépendantes. Elles seraient fixes. Hein. Et le fait qu'elles soient interdépendantes montre qu'elles sont vides d'existence en soi. Donc, oui, c'est un très très beau raisonnement. Hein. Et on peut l'appliquer à tout. Donc, comme il l'a dit hier, il y a 3 niveaux, hein, de raisonnement de l'interdépendance, du niveau le plus grossier au plus subtil. Et il y a l'interdépendance la plus grossière, c'est voir l'indépendance des causes et des effets. La dépendance des causes. Un phénomène existe en fonction de ses parties, c'est la plus grossière. Une table existe en fonction des pieds, du plateau, etc. Mais nous, on ne voit pas ça comme ça. On voit un phénomène qui nous apparaît comme unique. Les choses existent aussi en fonction de causes et de conditions. C'est un peu plus subtil. Hein. C'est-à-dire pour moi, c'est la deuxième. C'est plus facile de voir que les choses existent de partir de leur partie parce que c'est immédiat. On voit tout de suite qu'il y a des parties quand même dans un phénomène. Les autres, il faut déjà analyser le conditionnement. Quelles sont les causes et les conditions. On rentre un peu plus en profondeur, je trouve. Hein. Et donc, quelles sont les causes pourquoi cette table, elle est là. Qu'est-ce qui l'a amené. Enfin, il y a tout le bois qu'il a, le menuisier, toutes ces choses-là, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais sur lesquelles on peut réfléchir. Et puis le simple nom, que c'est une table, parce qu'on l'appelle table, quoi. Mais parce qu'on la désigne à partir de certains éléments. Ce troisième niveau d'interdépendance, ce ne sont que les Madhyamika, Prasangika qui valident ce troisième niveau. C'est ça. C'est-à-dire que pour eux, la vacuité, c'est ça. La vacuité pour les Madhyamika Prasangika, c'est que les choses n'existent que par le simple nom. Et au-delà de ça, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc c'est ça, c'est la vacuité, donc par justement la simple désignation. Si on trouve autre chose que la simple désignation, on réifie, on donne une réalité à une chose qui n'est pas là. On lui donne une réalité, une autre réalité. La seule réalité qu'elle a, c'est d'exister par le simple nom. Oui, tu me prends le micro ? Il
il y a un truc qui me revient souvent, c'est quand Lama Zopa parle de ce simple nom, il rajoute toujours, il existe, mais de manière très subtile. Ouais. Tu pourrais développer ça un petit peu, parce qu'à chaque fois, ça me Oui. questionne à chaque fois. Il insiste tellement dessus. Ouais. Moi, Mais parce que, c'est pourquoi très subtil, parce qu'on a, ce qui veut dire, c'est qu'on a toujours tendance à réifier quelque chose, c'est-à-dire à donner une réalité, et même, on va donner une réalité au simple nom, quoi, en fait, à quelque chose, quoi. Et là où ça devient subtil, c'est que même cette simple désignation n'est qu'une simple désignation, encore. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est de plus en plus fin, en fait. Mais sans tomber dans le nihilisme. Et c'est là où on est sur la corde raide avec les Madhyamika Prasangika, où ils ont été taxés par certains qu'ils allaient trop loin. Ils allaient trop loin, ils réfutaient trop. Et c'est là où c'est très, très dangereux, justement. Parce que si vous réfutez trop, vous tombez dans le nihilisme. Si vous réfutez pas assez, vous restez là où on en est. La radio A. Donc il faut trouver la bonne... voilà, vous êtes sur une corde raide et il ne faut pas tomber dans un vide ou dans un extrême du nihilisme. Voilà. Et c'est pour ça qu'il veut dire que c'est très très subtil, parce qu'il faut toujours avancer, en niant, mais sans nier le phénomène lui-même, mais l'existence réelle du phénomène. Et c'est là où c'est très subtil. Et même l'existence réelle de la désignation aussi. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est-à-dire qu'avec les Madhyamika, Prasangika, dès que vous affirmez l'existence de quelque chose, même de la vacuité, bien sûr, l'existence réelle de la vacuité, vous êtes à côté. Donc on ne peut rien affirmer. Donc ce qu'on appelle une négation, on appelle ça une négation absolue, si vous voulez. On tombe, on trouve cette expression dans certains livres, une négation absolue. C'est-à-dire que rien n'existe de par soi-même et tout est nié, sauf l'existence du phénomène, parce qu'il y a l'interdépendance. Donc c'est une négation. On trouve aussi l'expression un négatif non affirmatif. C'est-à-dire que il peut y avoir deux types de négation. Il y a une négation affirmative et une négation non affirmative. Une négation affirmative, c'est que vous niez quelque chose, mais implicitement, vous affirmez quelque chose. L'exemple traditionnel qui est donné dans les textes, c'est le gros Devadatta ne mange pas la nuit. Négation, ne mange pas, c'est une négation dans les termes. Ne mange pas la nuit, ça veut dire quoi? Il mange le jour. Ou il ne mange pas le jour, par exemple. C'est plus le gros Devadatta ne mange pas la journée, pendant la journée. Donc forcément, il mange la nuit. Donc c'est une négation, mais affirmative. On affirme qu'il mange. Tandis que les Madhyamika Prasangika, c'est une négation non affirmative. C'est-à-dire que vous niez, sans jamais affirmer quoi que ce soit. Et quand vous lisez Nagarjuna, dans la stance fondamentale, c'est ça. Il nie toute forme d'assise assise réelle sur laquelle on pourrait s'appuyer. Et en jouant comme ça sur le raisonnement. C'est très subtil. Et là, justement, on va dans les subtilités de l'analyse, quoi. Mais ce qui va vraiment nous aider à analyser, justement, la vacuité, ça c'est en fait une analyse comme ça, c'est avoir la réalisation de Shiné, le calme mental. Parce que c'est vraiment grâce au calme mental que vous allez vraiment pouvoir poser votre esprit sur l'objet d'analyse, et le décortiquer, l'analyser de plus en plus en profondeur. C'est très difficile à faire si on n'a pas réalisé le calme mental. C'est pour ça qu'avant de méditer sur la vacuité, ou parallèlement à une méditation sur la vacuité, c'est bien de méditer sur le calme mental en même temps. Parce que sinon, votre esprit est trop fluctuant. Il est comme la flamme d'une bougie, agitée par les souffles, par les vents, par les concepts. On ne va pas pouvoir vraiment maintenir l'esprit sur l'objet, parce qu'il va y avoir une pensée qui va nous emmener ailleurs, quoi. On va tous penser à quelque chose d'autre. Et donc le calme mental est très très important pour la méditation sur la vacuité. Mais on peut très bien, comme ça, au fil dans notre vie, dans notre quotidien, justement, amener le raisonnement de la production interdépendante dans tout ce qu'on est en train de vivre, justement, dans nos perceptions, dans nos concepts, tout ça, voir que tout ça, c'est complètement interdépendant, donc vide, et rester, même ne serait-ce rester 2 minutes, simplement sur ce raisonnement. Déjà 2 minutes, c'est énorme, juste concentrer, intégrer ça à son esprit, n'est pas obligé de rester 3 heures dessus, c'est simplement avoir cette conscience que c'est interdépendant.
C'est imprégner vraiment son esprit de cette réalité. Et ça, c'est très fort, quoi. Ça met des empreintes très fortes, quoi. Et ça change nos habitudes de voir les choses d'une manière intrinsèquement existante. D'un coup, on les voit, on y amène on y amène un peu de radio B, quoi. Non. Ouais. Du coup, tu dis qu'il n'y a pas d'assise sur laquelle on pourrait, j'ai oublié, S'appuyer. s'appuyer. On scie la branche sur laquelle on est assis avec les Madhyamika. Complètement. Hein. Vous déconstruisez. C'est une analyse déconstructive. Comment? Quand on tombe, ça va mieux. C'est le vide. Vous tombez pas? On tombe. Je sais pas, essayez. Et du coup, Là, vous avez l'expérience directe. Tant que vous sciez un petit peu, il n'y a rien qui se passe. et du coup, quelle place aurait l'autoconnaissance ou la non-dualité là-dedans? L'autoconnaissance, c'est-à-dire La non-dualité, là, c'est-à-dire avoir conscience que les trois font un. L'objet de connaissance, ce qui est connu, ce qui connaît. Voilà. C'est l'interdépendance. Hein. Il ne peut pas y avoir un sujet, hein. Il ne peut pas y avoir un objet d'analyse s'il n'y a pas un sujet qui l'analyse. Et inversement. Et il ne peut pas y avoir action d'analyser s'il n'y a pas un sujet et un objet. Donc les trois pôles, la sujet, action, objet, sont interdépendants. Pareil pour la dualité, la non-dualité. Si tu élimines l'objet qui est perçu, la conscience qui le perçoit, elle est aussi éliminée. Et oui. Donc, tu effaces, par cette interdépendance encore, tu élimines la dualité aussi. De la conscience qui perçoit la vacuité. Il y a la vacuité de l'objet et la vacuité du sujet. Il faut bien faire les deux. Ouais. Je ne sais pas bien comment exprimer ça, Ouais. mais comme si il apparaissait à l'esprit, par rapport aux deux vérités, par exemple, que la vérité ultime existe plus que la vérité conventionnelle. Ouais. Comme on dit, par exemple, la lumière, l'obscurité est une absence de lumière. L'obscurité n'existe pas, en fait, c'est une absence de lumière, ou le froid, une absence de chaleur. Même au niveau physique, le froid n'existe pas, en fait, c'est une absence de chaleur. Absolument. Et du coup, pour moi, ça me renvoie au fait comme si on avait une sensation que cette réalité ultime aurait une existence plus valide que la réalité conventionnelle. Très bien, ouais. Je ne sais pas comment on peut non, mais c'est bien. Je vois bien ce que tu veux dire. à contrecarrer ça, en fait. Oui, c'est-à-dire que là, ouais. C'est notre esprit qui fabrique, quoi. C'est le concept, quoi. Ils ont besoin de quelque chose de solide sur lequel s'appuyer, et on fabrique une réalité ultime. Mais on est en train de la fabriquer. C'est pas la réalité ultime. Tu vois, on la fabrique, et on la fabrique avec des arguments ou des raisonnements conceptuels du domaine de la vérité conventionnelle. Mais c'est une manière de s'en approcher, en tout cas. C'est pas faux. Hein. C'est, à un moment donné, c'est Nagarjuna qui disait il faut sauter dans le vide. Hein. C'est sûr. Mais ça, c'est une manière, justement, de s'en approcher, de raisonner. C'est sûr, on fabrique une vacuité. Et c'est pas ça, la vacuité. La vacuité ne peut pas être fabriquée. C'est la défabrication de tout, quoi. Mais notre esprit l'appréhende comme ça, comme... c'est comme si on voulait que les choses soient vides alors qu'elles le sont. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on voulait les vider, en fait, d'un contenu qu'on y a mis. On voulait les vider de ça, mais alors qu'elles sont vides comme ça. Elles n'ont pas besoin d'être vidées de quoi que ce soit. C'est ça qui est difficile à appréhender. Ouais, je suis bien d'accord. Mais tu as tout à fait raison, c'est une absence de quelque chose. C'est pas une présence, la vacuité, c'est vraiment une absence. Ouais. Et je pense qu'il faut garder cette idée
Cette idée d'absence ou de négation ou de vide de quelque chose, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est vide au sens vide comme un espace vide, mais c'est vide d'existence en soi. Donc c'est une absence d'existence en soi. Quand quelque chose auquel tu as toujours cru, qui existait véritablement, tout d'un coup ne t'apparaît plus comme ça. C'est une absence, comme un choc, quoi. Et on dit, hein, je ne sais pas, moi je n'ai pas l'expérience, mais ceux qui réalisent directement la vacuité, ils ont toujours peur de tomber dans le nihilisme, justement. Parce qu'il y a un endroit, il y a un moment où c'est très, très, très délicat. Même, je crois que c'est Geshe Rapten. Oui, mais... C'est ce que je demandais à Geshe-la, c'est-à-dire comment ne pas faire en sorte que l'esprit il appréhende cette absence-là comme quelque chose qui existe vraiment. En fait. La vacuité existant réellement. Ouais. Parce que là, si tu l'appréhendes comme ça, tu es encore en train de réifier quelque chose. Tu as peur du nihilisme, donc on a tous peur du nihilisme, on a tous peur du néant. Hein, donc on ne va pas y aller là, dans le néant. Donc chaque fois, notre esprit il a tellement peur qu'il recrée une réalité, qui donne une réalité à ce qu'il n'en a pas, pour pas tomber dans ce néant. Et tous les grands méditants qui méditent sur la vacuité, comme Geshe Rapten, hein, quand il raconte ses expériences méditatives sur la vacuité, c'est des moments de panique quand même, parce que tu as l'impression de tomber dans un néant, et donc d'aller dans le nihilisme au lieu et là, t'as envie il s'accrochait à sa robe, tu vois, ou à son corps, il s'accrochait à sa robe pour pas tomber dans ce néant. On a tellement l'habitude de solidifier quelque chose que quand du coup tu solidifies plus rien, tu as l'impression de tomber dans... Et je pense que c'est un passage obligé. Hein. C'est un passage obligé de cette sensation. Sinon, tu passes à côté de la cible, comme ils disent. Hein. Tu n'as pas perçu vraiment. Tant que tu n'as pas perçu vraiment l'objet à réfuter, ce qu'il faut réfuter, il n'y a rien qui se passe, quoi, en fait. Mais il n'y a rien qui te touche. Mais quand ça commence à te toucher, là, quand tu commences à perdre cette idée du jeu, du moi, de cette réalité concrète du jeu, c'est que tu as touché l'objet de réfutation. Et là, ça crée une peur, ça peut créer... c'est comme si tout d'un coup, vous voyez le tigre devant vous. Et là, vous avez une peur incroyable. Vous avez le visage du tigre devant vous qui va vous manger. Mais il faut continuer. Il faut continuer à analyser. Et là, ça peut faire peur et on peut revenir en arrière. Il ne faut surtout pas revenir en arrière à ce moment-là. Comme quand vous êtes au milieu de la rivière et que vous traversez. Vous allez jusqu'au bout. Hein, c'est ça, la prajnaparamita, parlol tuchimpa. Allez au-delà. Sans rien, gâté par la samgate bodhisattva. Avancer toujours jusqu'à franchir justement cette rivière, quoi. Bon, là on parle, mais c'est du blablabla. Hein. Hein? Oui, on avance dans le fleuve, mais... ouais. Bien sûr, oui. Bien, je ne pensais pas tenir 2 heures. Hein. Merci. Ok, merci à vous. On va faire la dédicace ensemble sur le petit livret de l'Institut, là, les prières qu'on dit habituellement, parce qu'on ne les a pas faites ce matin avec Geshe-la, donc il a demandé qu'on les fasse pour terminer. Page 16 dans le livret de l'Institut. Gewadiye nyudu da lama sangye drungyone drowa chikyam Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée, de par ce vaste monde, n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Janchu sem cho impo che ma ke panam ke gyoch
ke panyam pame payam gone gondo belwajo tonye tawarim boche make panam ke gyoche ke pamam pame gone gondo belwajo. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. On fait les prières de longue vie, sa sainteté, Amazopa Rinpoche aussi. La deuxième strophe. Gari rawe korwe jinkam de pendan de wa malu jungwe chenre ziwan tenzing yatso ye chape zite badu tengyo chi tout seul j'en chin j'am gun galwe dan zinkan berwe gunze topodze chotsum goe lemon tudrupa daso dulje gundo chapten shum Jetsun lame kutse rapten shinam ka chinle chochu gepatan lo san tembe dreme sasungi drowe munsal datu negyorjim. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile, ça vous a été utile et que vous sera utile. Et donc on continuera donc l'explication avec Geshe-la dans quelques semaines, je pense. Je ne sais plus exactement la date. Il faudra regarder sur le site. En tout cas, on a encore 2 enseignements sur l'eau de la mer. Je ne sais plus, je connais plus. Je ne me souviens plus. Je pourrais vous dire, là, je dois l'avoir d'ailleurs. Ah. Oui, une retraite de calme mental, donc ça va être le 23-24, c'est ça, oui, merci Anne. 23-24 avril pour les prochains enseignements de Geshe-la. Voilà, merci et à bientôt.